Bienvenue, nous sommes le 13 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. C'est peu après 20h, après les applaudissements au personnel soignant, qu'Emmanuel Macron va prendre la parole. Cette allocution du président français, la 4e depuis le début de la crise sanitaire, est très attendue. Il devrait annoncer le prolongement du confinement, une mesure nécessaire pour de nombreux médecins, alors que la pression reste forte dans les hôpitaux. J'attends de notre président qu'il annonce un maintien du confinement encore quelques semaines pour abaisser la pression sur nos hôpitaux, abaisser le nombre de patients qui viennent dans nos hôpitaux pour cette maladie, le Covid-19, qui vient saturer nos réanimations. Actuellement, le niveau est plus bas, on est sur un plateau et donc on s'attend un petit peu à être soulagé et à reprendre notre souffle. Durement touchée par la pandémie, l'Espagne décide de relancer son économie avec une reprise partielle du travail. 10 millions de masques ont été distribués dans les métros et les gares aux personnes qui retrouvent le chemin des usines, des chantiers et des bureaux. Le nombre de morts est en baisse, 517 décès en 24 heures. La contagion ralentit avec 3477 nouveaux cas. C'est le chiffre le plus bas depuis le 20 mars. Mais le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, prévient, la victoire est encore loin et le retour à la normalité aussi. C'est un accord et une baisse historique de la production de pétrole. L'OPEP et ses partenaires s'engagent à une réduction de 10 millions de barils par jour à partir du mois de mai. C'est du jamais vu. L'objectif est de faire remonter les prix qui se sont effondrés en pleine pandémie du coronavirus. Le premier à s'en réjouir, c'est Donald Trump. Le président américain a salué cet accord d'un tweet. Il se félicite de la sauvegarde de milliers d'emplois dans le secteur de l'énergie. Boris Johnson s'est exprimé hier après sa sortie de l'hôpital où il était soigné depuis une semaine après avoir contracté le coronavirus. Et il est apparu dans une allocution télévisée, le visage très marqué par la fatigue, le ton grave. Il est encore très essoufflé quand il s'exprime et il le dit lui-même, la situation aurait pu basculer tragiquement, notamment après plusieurs jours passés en soins intensifs. Il a donc tenu à remercier personnellement et chaleureusement les membres du personnel médical du NHS, l'hôpital public. Je tiens à remercier personnellement les médecins absolument brillants, leaders dans leur domaine, hommes et femmes. Et il se trouve que plusieurs d'entre eux s'appellent Nick. Ils ont pris il y a quelques jours des décisions cruciales dont je serai reconnaissant pour le reste de ma vie. Le dirigeant conservateur en a aussi profité pour rappeler à l'ordre les Anglais, car tous n'ont visiblement pas pris la mesure du danger. Hier à Londres, par exemple, il faisait 26 degrés, les parcs étaient pleins à craquer, aucune distanciation sociale, le confinement est loin d'être respecté par tous. Et on voit sur Internet des vidéos comme celle-ci où une infirmière en colère prend à partie des jeunes prenant un bain de soleil dans un parc. Le Royaume-Uni est l'un des pays les plus touchés par le Covid-19 en Europe et ici le bilan s'alourdit chaque jour un peu plus. Hier encore plus de 700 morts et le seuil des 10 000 morts a été dépassé. À peine 1000 cas et 4 morts, Hong Kong a évité le pire pendant la pandémie. Des restrictions sur la vie quotidienne existent bien, mais à la différence de l'Europe, cette ville de 7 millions d'habitants bouge encore. Son secret, c'est simple, une très haute vigilance depuis le tout début de l'épidémie. Ici, le Covid-19 n'a jamais été considéré comme une petite grippe. Personne, en effet, n'a oublié l'épidémie de SRAS en 2003. Près de 40% des morts dans le monde venaient de Hong Kong. Cette cité à Kowloon a été l'un des quartiers les plus durement touchés par le SRAS. 300 résidents infectés et parmi eux, Chan Kai-yuen, il a passé 6 semaines à l'hôpital. J'étais épuisé, désespéré. Je ne savais pas quand je sortirais. J'ai vu des gens envoyés en soins intensifs et qui ne sont jamais revenus. Donc c'était vraiment un voyage entre la vie et la mort. Aujourd'hui, ce père de famille de 37 ans aide ses voisins à se protéger. Il les conseille. La base de tout, ce sont les masques. Après une très brève pénurie en février, il ne manque pas. On en trouve dans toutes les pharmacies du quartier. C'est la protection basique contre l'infection. Quand vous sortez, vous n'avez aucune idée de qui est infecté. Il faut les porter. Grâce à ces précautions, il est toujours autorisé à Hong Kong de se déplacer en petits groupes. Officiellement, par un décret du gouvernement, il faut se cantonner à des groupes de 4 personnes maximum. Pour autant, Hong Kong n'est pas encore sorti de la crise.
Par précaution, les bars qui sont longtemps restés ouverts viennent d'être fermés pour 14 jours seulement. Mais en comptant sur la fermeture presque totale des frontières et le civisme des habitants, tous sont persuadés que le virus ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Loin, très loin, au cœur de l'Amazonie brésilienne, le village de Caruaru. Ici, tout passe par le fleuve, y compris le Covid. Mais pour cause de virus, le transport fluvial est au ralenti. Alors l'isolement se fait sentir, la peur parfois aussi. Là-bas, dans les villes, ils ont des ressources. Mais ici, on compte seulement sur Dieu pour prendre soin de nous. Plus isolés et démunis encore les Amérindiens. Les épidémies les ont rarement épargnés. Variole, rougeole, grippe. Maintenant, le coronavirus, déjà présent au sein de certaines communautés amazoniennes. Selon une ONG, au moins 3 Indiens du Brésil seraient décédés des suites de la maladie. Le gouvernement reconnaît pour le moment un mort. Il est à craindre que cette maladie arrive, provoque une épidémie dans les communautés et se termine par un génocide de masse. C'est une situation très dangereuse que les autorités brésiliennes doivent prévenir. Dans des villages, on s'organise. Mise en quarantaine des habitants qui ont été en contact avec l'extérieur, auto-isolement, voire comité d'autodéfense. Mais comment confiner des peuples qui vivent en collectivité et circulent à travers la forêt? Le chef des Naoxoa réclame de l'aide. Notre sol est contaminé. Nous ne pouvons pas cultiver. Nous craignons que notre peuple ne meure de faim. Nous ne savons pas combien de temps durera le coronavirus. Autorités parfois ou ONG ont décidé de diffuser des messages de prévention dans plusieurs langues ou de distribuer des tracts. La radio aussi informe. Mais les populations indigènes risquent d'être les parents pauvres de la lutte contre le Covid-19. Nettoyer le toit du monde, c'est le combat que mène Luc Boinard depuis 10 ans, écœuré par les tonnes de déchets laissés par certains touristes. Le Covid-19 a certes débarrassé les sommets des alpinistes indélicats, mais leurs déchets, eux, restent. Et cette année, Luc Boinard ne pourra pas passer derrière eux, confinement oblige. L'Everest, en particulier, est victime de sa marchandisation, de son côté commercial, de tous ces gens qui veulent accrocher ce mythe comme un trophée et qui n'ont absolument aucune conscience de l'environnement dans lequel ils vont aller. Là, pour le coup, c'est abject. On marche sur les déchets pour planter sa tente. Il y a des déchets partout. Au pied de l'Himalaya, pour des centaines de Sherpas, l'épidémie de coronavirus est un coup dur. En l'absence de touristes, ces guides et accompagnateurs de haute montagne se retrouvent privés de leur principale source de revenus. Nettoyer les sentiers vidés des grimpeurs était une occasion rêvée de pallier leur chômage technique. Une démarche écologique qui leur est pourtant interdite par le gouvernement népalais. Je crois que le Covid-19 doit être le moment d'une prise de conscience généralisée et internationale. Bon, en Inde, à 200 km en arrière de la frontière indo-népalaise, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu la chaîne himalayenne se dévoiler. Et là, avec l'absence de pollution, de nouveau, on revoit la chaîne himalayenne qui surplombe au lointain les hautes vallées indiennes. Donc c'est magnifique, c'est une vraie respiration pour la planète. Si son expérience sur le sommet Makalu a été retardée, Luc Boinard n'a pas dit son dernier mot. Il n'est pas pressé, il entend toujours débarrasser de leurs déchets les 8 principaux massifs himalayens à l'horizon 2032. Salut UTB5 Monde, c'est Mister Matt. Écoutez, je passe juste un petit moment avec vous pour vous présenter ma musique. La chanson que je vais vous jouer juste après s'appelle justement Désespérément Optimiste et je trouve qu'elle va bien avec le climat ambiant parce que c'est pas souvent qu'on se retrouve comme ça et c'est la première fois pour la plupart des gens de se retrouver enfermés et de vivre ce confinement qui est un petit peu bizarre. En tous les cas, moi, des livres, de la musique et quelques films m'accompagnent. En tout cas, si je devais choisir un livre, ça serait Khalil Gibran, Le Prophète, un livre qui m'a accompagné pas mal de temps et que j'aime relire de temps en temps. Là, c'est peut-être le moment de le faire. Un film, ça serait Casino de Martin Scorsese, parce que tous les acteurs sont sous les noirs, c'est Scorsese, je trouve que c'est une fresque incroyable. Et de la musique, j'en écoute des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais bon, en passant par Brassens, forcément, et
Bob Dylan, Black Sabbath, Metallica, vraiment plein de choses. Voilà. Donc, cette chanson s'appelle Désespérément optimiste et je vous souhaite d'être désespérément optimiste. Désespérément optimiste, est-ce grave vraiment de croire que le bonheur existe ici et maintenant? Désespérément optimiste, à me faire enfermer. Désespérément optimiste, à trouver la clé. Suis-je le dernier sur la liste? Un vieux mohican, désespérément optimiste, rêveur d'océan. Si le sourire est parfois triste, le regard tombant, je reste toujours optimiste, désespérément. Et le jour à l'improviste, le ticket gagnant pour le paradis des artistes me tombera dessus, flanc, désespérément optimiste. Je me ferai enterrer, désespérément optimiste.